Aujourd'hui, nous allons parler de la politique conjoncturelle de John Maynard Keynes. La quoi? De qui? Avez-vous déjà eu la sensation qu'en regardant la politique économique d'un gouvernement, vous ne compreniez pas ce qu'il faisait, ni pourquoi il le faisait? Eh bien, c'est probablement à cause de Keynes, car hors contexte, il est difficile de bien comprendre tous les éléments à prendre en compte. Pourtant, que l'on soit en accord avec Keynes ou non, sa politique conjoncturelle a une profonde logique qui a amené certains de ses plus virulents adversaires à dire « nous sommes tous keynésiens ». Keynes est effectivement considéré comme l'économiste le plus populaire et l'immense majorité des politiques mises en place depuis la Seconde Guerre mondiale viennent de sa politique conjoncturelle. Nous allons reprendre tout cela en douceur et en détail et vous verrez qu'à la fin ce n'est pas si compliqué que cela. Dans la première moitié du XXe siècle, les économistes néoclassiques commencent à perdre de leur popularité. Certains d'entre eux continueront à avoir une influence jusque dans les années 1950, mais dès les années 1920, les critiques envers la théorie de la concurrence pure et parfaite et son apparente incapacité à stabiliser les cycles de croissance économique diminuent progressivement leur crédibilité. Surtout, la crise de 1929 va remettre en cause le système économique défendu par les néoclassiques. Même s'il est possible d'argumenter que les causes de cet effondrement allaient à l'encontre des politiques souhaitées par Alfred Marshall et ses successeurs, cet événement va porter un rude coup dont cette école de pensée ne se relèvera jamais réellement. Vous pouvez retrouver le cœur de la théorie de la concurrence pure et parfaite dans cette vidéo. En parallèle, de jeunes analystes commencent à faire parler d'eux avant 1919, John Maynard Keynes, un économiste anglais, et Joseph Schumpeter, un Autrichien. Tous deux travaillent sur les théories des cycles économiques et contredisent l'analyse néoclassique des causes de l'instabilité de la croissance. Keynes et Schumpeter affirment qu'au contraire, ces cycles sont naturels et liés au fonctionnement normal de la société. Forte croissance et crise économique se suivent naturellement. Tous deux ont été formés par les économistes néoclassiques, Schumpeter par les Autrichiens et Keynes par les Anglais. Ce dernier fut l'étudiant d'Alfred Marshall lui-même et ami proche de sa femme Mary Paley. Tous deux sont donc partis de la même observation de l'instabilité économique qui semble continuelle, sur laquelle les économistes classiques, tels que David Ricardo, se penchaient déjà au tout début du XIXe siècle. Avec le temps, ils vont progressivement tirer des conclusions opposées tout en s'influençant réciproquement. Schumpeter va progressivement s'orienter vers la célébration du changement. En effet, il va considérer que l'instabilité économique n'est pas un mal en soi. Finalement, ce n'est que l'expression des évolutions sociales et sociétales normales d'une société humaine. De là, il va développer sa théorie de la destruction créatrice. Il embrasse l'instabilité économique et affirme qu'essayer de stopper les cycles croissance-crise est une mauvaise idée. Keynes va aller dans le sens inverse. Il va conserver l'objectif des néoclassiques de supprimer l'instabilité économique, mais apporter pour cela des réponses opposées à la concurrence pure et parfaite. Les relations entre Schumpeter et Keynes étaient certes amicales, mais leurs théories finirent par être complètement opposées. Dans ce duel, c'est en quelque sorte Keynes qui aura le dernier mot. Dans l'objectif de préparer le monde de l'après-guerre, les accords de Bretton Woods de 1944 vont mettre en place les éléments pour construire un monde sur le modèle des théories keynésiennes, toujours en place aujourd'hui. Depuis cette époque, nous vivons dans un monde structuré pour limiter l'instabilité économique sur le modèle de Keynes. Pour Keynes, croissance économique et crise économique sont proportionnellement liées. C'est-à-dire que non seulement toute période de croissance sera suivie par une période de récession, et réciproquement, mais aussi et surtout la force de la croissance va déterminer la force de la récession. Cela peut paraître paradoxal, mais la cause de ce phénomène vient littéralement de la trop bonne santé économique d'un pays. En cas de période de prospérité économique, les entreprises ont besoin d'augmenter leur dotation en facteurs de production, c'est-à-dire le capital productif qu'ils possèdent et le nombre de travailleurs qu'ils emploient. Cela pose plusieurs problèmes aux entreprises. Tout d'abord, en période de prospérité, la demande des ménages augmente continuellement. Une longue période de faible chômage va encourager la consommation. La confiance est effectivement haute. En majorité, les individus voient leur pouvoir d'achat augmenter et souhaitent donc en profiter pour améliorer leurs conditions de vie. Voitures plus confortables, nourriture de meilleure qualité,
prendre des vacances, meilleur lit pour mieux dormir, meilleur logement, meilleure isolation, la plupart des marchés vont bénéficier de ce phénomène de long terme. À court terme, selon la loi de l'offre et de la demande, il va y avoir une augmentation des prix. Mais rapidement, si la période de croissance semble présente pour une longue période, les entreprises vont suivre l'augmentation de la demande et vont investir pour y répondre. Les entreprises doivent donc augmenter leur dotation en travail et en capital. Lorsqu'une économie sort d'une crise avec un fort nombre de chômeurs, cela ne pose pas de problème fondamental. Ce fort taux de chômage fait qu'il existe une réserve de main-d'œuvre conséquente. Mais plus la croissance sera forte pendant une longue période, plus cette réserve va s'assécher. Le plein emploi va créer une très forte compétition entre les entreprises, conduisant à une forte augmentation des salaires. Grâce à ces gains de pouvoir d'achat, les salariés vont encore augmenter leur consommation, mais la hausse des salaires va à la fois diminuer ce que l'on appelle la productivité marginale du travail, c'est-à-dire le bénéfice supplémentaire qu'un salarié supplémentaire rapporte à l'entreprise. Et en même temps va limiter la capacité des entreprises à répondre à l'augmentation de la demande grâce à de nouvelles embauches, s'il n'y a plus d'individus qui recherchent un emploi et qui sont actuellement disponibles. Cette description représente la situation dans laquelle sont les États-Unis en ce moment. En 2018, ce pays est passé sous la barre des 4% de chômeurs, c'est-à-dire la définition du plein emploi. Les économistes keynésiens ont fortement partagé leur inquiétude sur la potentielle arrivée d'une crise prochaine qui pourrait être particulièrement violente. Face à l'absence de nouveaux travailleurs possibles à embaucher pour rester compétitifs face à leurs concurrents, les entreprises n'ont plus d'autre choix que d'augmenter leur capacité de production par des investissements en capital, c'est-à-dire qu'elles vont se tourner vers l'achat de machines. La tension face à la demande très élevée va alors s'aggraver. Tout comme les salaires ont rapidement augmenté par pénurie de travailleurs, les entreprises qui peuvent fournir du capital se retrouvent à leur tour en difficulté pour répondre à l'augmentation de la demande en investissement. Les prix et les coûts d'entretien du capital augmentant rapidement, l'efficacité marginale du capital, c'est-à-dire le profit que l'on peut attendre d'un investissement en capital, va se mettre à diminuer à son tour. En clair, la quantité d'investissement nécessaire pour l'achat d'une nouvelle machine arrive à un rendement nul, voire négatif. C'est-à-dire que l'argent dépensé pour produire davantage devient supérieur à ce que l'investissement permet d'espérer gagner. Les entreprises s'arrêtent donc d'investir, conduisant à des retards, car les cycles de production se retrouvent bloqués dans des goulots d'étranglement face à l'incapacité des producteurs à répondre à la demande. C'est là qu'arrive la crise économique. Lorsque les investisseurs se rendent compte que leurs investissements ne leur rapportent plus, ces investissements perdent immédiatement leur valeur. Cette diminution fait s'effondrer les actifs des entreprises ainsi que les revenus. Les capitaux accumulés ne servent plus à rien face à un rapide effondrement de la demande. Les entreprises n'ont plus les moyens de maintenir leurs machines ni de rembourser leurs emprunts et doivent rapidement compenser par des baisses de coûts en licenciant leurs salariés. Ceci aggrave la baisse de la demande. La situation est devenue intenable et c'est le crash économique. Ce phénomène est, selon Keynes, ce qu'il s'est passé en 1929. La politique conjoncturelle est la réponse keynésienne à ce risque de crise. Complètement empêcher l'existence de crise n'est pas possible, mais l'objectif doit être d'éviter le crash économique. La proposition de Keynes est la mise en place d'une politique conjoncturelle, aussi appelée contracyclique, c'est-à-dire qui s'adapte à l'état de l'économie. Cette politique doit être mise en place par l'État et va utiliser deux outils à sa disposition. Une politique budgétaire qui va jouer sur les dépenses publiques et sur la fiscalité, et une politique monétaire. Pour comprendre sa stratégie, nous allons voir l'expression mathématique des sources de la croissance économique. Elle se mesure avec la variation du PIB d'une année sur l'autre. Il se compose, si l'on prend son expression vis-à-vis de la demande, de la formule suivante. PIB égale C plus I plus G plus X moins M plus delta de S. C correspond à la consommation des ménages, I à l'investissement des entreprises, G aux dépenses de l'État. X moins M est la balance commerciale extérieure, c'est-à-dire les exportations moins les importations. Et enfin, delta de S correspond à la variation des stocks non vendus des entreprises. La balance commerciale et la variation des stocks sont les éléments sur lesquels l'État a le moins d'impact. Le gouvernement peut intervenir, mais de manière limitée et indirecte. Le cœur de la politique conjoncturelle de Keynes va donc se concentrer sur C, I et G.
La politique budgétaire de l'État, c'est-à-dire la gestion de ses dépenses et de ses recettes, va donc être utilisée pour diminuer la tendance économique de chaque période. Les dépenses des ménages, C, et les investissements des entreprises, I, peuvent être augmentés ou diminués directement avec la politique fiscale. Un impact similaire sera réalisé de manière indirecte en augmentant ou en diminuant les dépenses de l'État. En période de croissance, l'État doit chercher à ralentir l'activité économique pour éviter que la croissance ne devienne trop forte. Dans la pratique, cela signifie réduire l'augmentation du pouvoir d'achat et des capacités d'investissement des entreprises causées par la prospérité. La fiscalité va donc être augmentée sur les ménages et sur les entreprises. Les impôts et les taxes seront augmentés sur la consommation et sur les revenus des ménages, ainsi que sur les impôts sur les bénéfices. En parallèle, les dépenses de l'État doivent être drastiquement diminuées. Les aides sociales et les investissements publics doivent être remis au minimum, voire, si nécessaire, si la croissance est vraiment trop forte, être supprimés pour se contenter de l'entretien des infrastructures déjà présentes. L'État doit aussi profiter de cette période de recettes fiscales supplémentaires et de baisse des dépenses pour rembourser la dette publique et mettre des fonds de côté qui seront utilisés pour financer la politique de relance économique lors de la prochaine crise. À l'inverse, en période de récession, ce que l'on appelle une politique de relance sera mise en place sur le modèle de ce qui fut réalisé avec le New Deal aux États-Unis dans les années 1930 ou partiellement par le président Sarkozy de 2008 à 2010. La fiscalité doit cette fois être massivement diminuée. Pour la consommation, des crédits d'impôt, des niches fiscales ou une baisse plus radicale sera mise en place. Du côté des entreprises, l'impôt sur les bénéfices sera traité de la même manière, voire pratiquement supprimé. En parallèle, les dépenses publiques sous la forme d'aides sociales et d'investissements publics doivent être relancées. La crise est l'occasion pour l'État de moderniser le pays. La politique de relance est la raison pour laquelle l'État doit profiter des périodes de prospérité pour mettre de l'argent de côté, car une politique de relance coûte très cher et un risque de faillite de l'État pourrait avoir de graves répercussions à long terme. Les outils de l'État pour agir en fonction de la conjoncture ne sont pas limités à la politique budgétaire. Son plus important pouvoir est lié au contrôle de la monnaie par le biais de la Banque centrale. C'est elle qui est en mesure de maîtriser la création monétaire par son taux directeur et ainsi les taux d'intérêt proposés par les banques privées. En période de crise, la diminution du taux directeur va permettre de proposer des taux d'intérêt beaucoup plus attractifs. La combinaison de l'inflation qui va s'accélérer et de ces taux très faibles doit en théorie relancer la consommation et les investissements. Cette diminution peut aller très bas. La Banque centrale américaine, la Fed, a maintenu un taux directeur de 0% de décembre 2008 à décembre 2015. Face à la difficulté de l'économie à redémarrer, certains keynésiens ont proposé de passer des taux directeurs négatifs, c'est-à-dire pour simplifier que la somme à rembourser serait inférieure à la somme empruntée. Puis en cas de croissance, l'augmentation du taux directeur de la Banque centrale aura pour conséquence d'augmenter les taux d'intérêt à une période où les banques auraient envie de prêter à des taux plus faibles. Cela va décourager ou ralentir les tendances des consommateurs et des investisseurs à s'endetter sur ces périodes. Comme le prévoit la théorie, c'est ce que la Banque centrale américaine a commencé à faire progressivement depuis janvier 2016 pour arriver à un taux directeur de 2,5% et annonçant qu'il continuerait à l'augmenter au cours de 2019, ralentissant effectivement la croissance économique américaine pour la fin 2018 et pour les prévisions de 2019. Aujourd'hui, vous avez découvert un peu de la vie de John Maynard Keynes, de ses origines néoclassiques et de sa rivalité amicale avec Joseph Schumpeter. Vous avez compris que le travail de sa vie était dédié à diminuer l'instabilité dans les échanges et sa forte influence a créé notre système économique moderne. Il l'a basé sur l'idée que croissance et crise sont liées et qu'il faut mettre en place les institutions pour ralentir l'activité économique lorsqu'elle est trop forte et la relancer en cas de crise, en utilisant les pouvoirs budgétaires et monétaires de l'État. Comme les précédentes, cette nouvelle vidéo est ouverte à tous et dédiée aux jeunes qui apprennent à l'extérieur du système scolaire. Merci de votre attention, j'espère que vous avez autant apprécié cette vidéo que j'ai eu plaisir à la réaliser. Si vous avez des questions restantes, je serai ravi d'y répondre dans les commentaires. Et si vous souhaitez voir davantage de contenu similaire, n'oubliez pas de vous abonner.